Bonjour, bonjour à tous. Alors, on est ravis de vous accueillir ici, nombreux. Alors, elle a un parcours atypique, vous la connaissez tous. Elle a été sportive, juriste, actrice, conseillère politique et maintenant écrivaine. Rachel Kahn. Bienvenue Rachel. Bonjour à toutes et tous, bonjour. Eh bien, on est ravis de vous accueillir ici. Ah, mais c'est moi qui suis ravie. Avec toutes ces personnes qui sont là pour vous. Alors, notre thème principal, c'est notre destin, l'émancipation. Grande question. Oui. Croyez-vous au destin ? Alors, juste un tout petit mot liminaire, c'est que je suis très touchée d'être présente. C'est la 3e fois que je viens, 3e année consécutive. Et avant de répondre à votre question, juste remercier du fond du cœur François Bayrou, qui me fait confiance et qui est toujours là dans les moments les plus turbulents. Et puis évidemment Philippe Lapousterle et Delphine, ainsi que tous les bénévoles qui se donnent corps et âme pour organiser ces 3 jours. C'est un rendez-vous qui m'est extrêmement précieux. Voilà, les remercier bien fort. On les remercie, oui. C'est vrai, c'est important de le dire. Donc je vais répéter la question. Notre thème, donc, c'est notre destin, l'émancipation. Oui. Donc croyez-vous au destin ? Oui, je crois au destin. Oui. C'est tout. Si. De quelle manière ? Non, en fait, je crois au destin et en l'émancipation dans ce destin. Évidemment, avec Racé, au-delà de tous les déterminismes, des assignations aussi. Je crois au destin parce que je crois, et on est ici à Pau, dans la capitale du verbe. J'ai compris qu'avec ce festival, on était dans la capitale du verbe et des livres. Et il y a une dizaine de mots qui me sont chers autour du destin et qui alimentent ce destin. Donc je crois au destin pour des mots, et étonnamment qui commencent en R. Donc je vais essayer de vous les énumérer. Avec plaisir. Je crois au destin pour la prise de risque. Je crois au destin pour la nécessité de la réflexion. Je crois au destin parce que je crois dans nos règles, dans nos droits, dans nos devoirs. Je crois au destin pour nos repères, notre culture, la connaissance. Parce que dans repères, il y a père. Donc je crois en nos aînés, je crois en ce qu'ils nous ont transmis, en ce qu'ils nous ont laissé. Je crois au destin parce que je crois en la résistance humaine. Je crois aussi au destin parce qu'en tant qu'ancienne sportive et parce que je faisais du triple saut, je crois au rebond. Joli. Voilà. Alors, on parle beaucoup de résilience, mais moi, c'est le rebond, en fait. C'est-à-dire d'incarner cette résilience dans le corps, rebondir, cette nécessité-là, pour pouvoir vivre. Je crois au destin parce que je crois dans nos rendez-vous, et celui-là est un rendez-vous important de l'année pour moi. C'est un rendez-vous très précieux qui nous permet justement la réflexion. Et puis je crois au destin avec l'autre. Donc je crois au destin pour la rencontre qui nous fait grandir, qui nous fait réfléchir. Et puis la rencontre, donc la relation, parce que je ne pense pas qu'il y ait de destin sans relation. La relation, c'est ce qui nous fait sortir du chaos, c'est ce qui nous fait comprendre en nous-mêmes. La relation, ça a été le moment Covid, où on a été obligé de... Justement, on était isolés, mais il fallait l'autre, cette rencontre, cette relation avec l'autre pour nous permettre de nous en sortir, d'enjamber en fait ces enjeux et ces défis. Et puis enfin, je crois au destin parce que je crois en la République. Donc dans la République, il y a à peu près tous ces mots-là, c'est-à-dire notamment la prise de risque, nous permettre de prendre des risques, nous permettre d'écrire notre propre histoire,
Et c'est grâce à ce qui est écrit dans notre Constitution, entre la lettre et l'esprit de la République, que l'on peut et qu'on a véritablement de la chance dans notre pays, et c'est pour ça que j'aime tant ce pays, d'écrire notre propre histoire, alors même que beaucoup veulent vous assigner, vous dire que vous n'avez pas de destin, que votre destin c'est celui de l'esclavage, que votre destin c'est celui des pogroms, que votre destin c'est quelque chose où vous n'avez pas en fait pas la nécessité de réfléchir ou de faire votre propre pensée. Et c'est Salman Rushdie qui a donné une interview dans Le Point il y a quelque temps sur cette manière aujourd'hui d'écrire à votre place votre récit. Donc vous collez une étiquette à vie pour finalement vous créer votre prison identitaire. Et ça, je ne le supporte pas parce que je crois au destin. Et puis, pour revenir à la réflexion, parce qu'on a la chance, en fait, dans un pays du doute, de la liberté de penser, de la liberté d'expression, donc un pays de la réflexion. Et quand on analyse ce mot, la réflexion, c'est à la fois réfléchir, mais c'est surtout que nous avons un devoir de réfléchir, donc de briller. Et c'est de là que vient la réflexion, c'est briller. Donc, d'être des citoyens éclairés. Et ce genre de manifestation, ça nous permet d'être des citoyens éclairés, en tout cas de le ressentir très, très fortement. Et pour revenir juste à la règle, au droit, parce que moi j'ai ma formation de juriste, il n'y a pas de destin sans la règle. Nos droits, nos devoirs. Mais juste pour partager quelque chose que me disait mon grand-père, que m'a raconté mon grand-père, alors du côté polonais. Donc mon grand-père était en camp de concentration à Auschwitz pendant 3 ans. Donc de juin 42 à mai 45. Et en fait, c'est un destin particulier, ça, et de revenir de ça. Il avait donc ce droit de vivre, il avait ce devoir de vivre, et il a fait avec ce devoir de vivre où il s'est donné ses propres règles en camp de concentration. Et en camp de concentration, il s'était donné 2 objectifs dans une journée, prendre le moins de coups possible, et puis se donner la règle de l'hygiène. Donc d'aller se laver au moins 1 fois par jour, même s'il n'y avait pas d'eau, donc d'aller un peu dans la neige pour se laver, donc de se donner ce devoir-là, parce qu'il avait un devoir de vivre, parce que ma mère était née en 40, et donc d'aller retrouver ma mère pour vivre. Voilà. Et donc, je crois que ça résume aussi ce destin. Alors c'est vrai que c'est des destins entre mon grand-père rescapé de la Shoah, certains en font des jeux de mots de ça, je trouve pas ça très drôle, rescapé de la Shoah, et de l'autre côté mon père avec son destin où il est parti de rien, mais avec à la fois ce droit de vivre d'un côté et ce devoir de vivre, donc de s'émanciper aussi de l'autre. Je crois que c'est ma manière de voir le destin et l'émancipation en regardant nos aînés. Comment finalement on peut influencer son destin? Vous notamment, avec le parcours que vous avez, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que vous, comme vous l'avez dit, vous êtes d'une double culture. De base, c'était peut-être pas gagné. Et comment vous avez fait pour arriver jusqu'ici, aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si je suis d'une double culture, justement. Je crois que je suis profondément républicaine, que je n'aurais pas pu naître ailleurs qu'en France, justement. Donc, je viens de cette culture qui est l'esprit de la République. Et mes origines, en fait, comme le dit mon père, mes origines, c'est la bibliothèque. D'accord. Avec ces récits, ces différents récits. Vous avez appris dans les livres. J'ai appris mais à être, évidemment, à travers les livres, mais parce que dans
le préambule de la Constitution, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais dans l'ensemble de cette Constitution, qui est en réalité sur une ligne de crête humaniste, on a nos origines, de là, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos couleurs de peau, quelles que soient, malgré tout ce qu'on veut nous faire croire, mes origines viennent de là. Je n'aurais pas pu naître ailleurs qu'en France avec ce pédigré-là, de toute façon. Et comment on influence son destin, c'est d'abord, je crois, et dans notre temps très perturbé avec les réseaux sociaux et autres, déjà ne pas se laisser disqualifier, ne pas se laisser assigner. Aujourd'hui, il y a une grande mode qui est absolument délétère pour nos humanités, c'est les procès d'intention. C'est de tenter de changer votre Wikipédia, par exemple, pour vous faire croire aux personnes, et même faire croire aussi à vos propres enfants. Et comment on lutte contre ça ? Eh bien, en soi. C'est-à-dire que déjà, avoir conscience qu'on est dans une évolution sociale où il y a une bataille sur votre propre récit intime. Et c'est ça qui est terrible pour les traces que laisse le numérique. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on tente de tenir la plume à votre place, dans votre propre récit. Donc déjà, avoir conscience de ça... Ça blesse. Ça blesse. Mais c'est peut-être parce que ça blesse, et c'est peut-être parce que l'on voit comment se dessine cette ombre de l'immonde, où on raconte à peu près n'importe quoi de vous, que vous devez redoubler d'efforts pour, justement, reprendre la plume et retracer votre propre destin. Je crois que pour répondre à votre question, moi, j'ai eu une formation de danse classique, mais aussi d'athlète. Ça sert ? Oui. Beaucoup. Oui. Le sport ? Oui. Parce que, au niveau mental, parce qu'il y a, en fait, dans le sport, contrairement à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que dans le sport, c'est pas l'autre qui est votre ennemi. L'autre, c'est votre concurrent. En revanche, votre ennemi, c'est vous-même. Alors vous, en l'occurrence, vous avez fait un sport individuel, l'athlétisme ? Oui, si justement, sport individuel. Voilà, donc là, d'accord. Mais oui. dans les sports d'équipe, c'est peut-être un peu différent ? Je crois pas. Parce que, non ? Je pense que dans le sport d'équipe, c'est peut-être pire, parce que dans le sport d'équipe, l'ennemi qui est en vous-même, vous devez véritablement le mettre complètement de côté pour être avec les autres. Et faire équipe, et vivre votre fraternité. Ne faire qu'un. Ouais, exactement. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et le sport est très important dans les milieux sociaux dans lesquels on appartient aussi. Ça peut sauver, parfois. Oui. Et vous pensez que... Et c'est parce que le sport est formateur d'un point de vue individuel qu'il est intolérable aujourd'hui qu'il y ait des associations dites sportives ou culturelles où on apprend l'inverse de l'esprit républicain, l'inverse de l'humanisme, l'inverse de l'universalisme, et on veut faire taire les gens et les mettre dans des dogmes et des prisons. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise finalement un moyen de l'émancipation, la culture ou le sport, pour faire taire les individus. Et vous pensez que l'émancipation est possible dans tous les milieux sociaux ? Je pense que l'émancipation est possible dans tous les milieux sociaux, et c'est très précisément parce que c'est difficile qu'il faut redoubler d'efforts. Mais à partir du moment où il y a de la vie, on peut s'émanciper. Oui. Mais on peut s'émanciper, mais après... Parce que pour certains, c'est vrai qu'on parle d'ascenseur social, mais pour certains, beaucoup prennent l'escalier. Et c'est un vrai challenge. C'est pas, on dit égalité, fraternité, mais l'égalité, on ne la retrouve pas forcément dans certains milieux sociaux. Exactement. C'est un challenge, c'est un effort, c'est des difficultés, c'est des barrières. Justement. Mais juste si... comment dirais-je, si on ne franchit pas la barrière qui est la barrière de soi, et se dire que c'est possible en soi, eh ben forcément les autres vont se mettre dans cette faille-là, et plus rien ne sera possible. Et c'est pour ça que je crois dans on va dire presque ce fantasme républicain, cette utopie républicaine, mais en tout cas l'avoir viscéralement dans le corps, pour en tirer une certaine fierté. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je transmets, je tente de transmettre aux plus jeunes,
pour leur faire comprendre que c'est pas la peine de pointer du doigt l'homme blanc, le truc, l'autre, etc. Votre premier ennemi, c'est vous-même. Et même si nous ne partons pas sur un pied d'égalité. Exactement. Bien sûr. Et quelles sont d'ailleurs ces limites à l'émancipation? Parce qu'il doit y en avoir des limites, selon vous. Quelles sont... jusqu'où ne pas aller? Alors, je ne sais pas si c'est une limite, mais parce que c'est à la fois une limite et une liberté. Au niveau des femmes, du combat des femmes, peut-être, aussi? C'est-à-dire que l'émancipation, y a plusieurs sujets. C'est-à-dire que la limite, c'est évidemment la liberté des autres, le droit des autres, etc. Mais à partir du moment où l'autre, vous permettez à l'autre d'être en liberté, ça vous émancipe, vous aussi. Donc c'est ce devoir d'avoir un moment de réserve et de recul sur votre liberté pour permettre à l'autre de s'émanciper, c'est vous garder ce lien en humanité qui permet à l'autre de vivre sa liberté. Après, je ne sais pas, par rapport aux femmes, vous vouliez me demander... Oui, quel est le combat des femmes pour l'émancipation? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est possible? Jusqu'où peut-elle aller? C'est-à-dire que, moi, ce qui me... On parlait des repères, et je suis toujours frappée lorsque, aujourd'hui, on a des féministes, mais qui ne regardent pas ce qu'ont fait nos aînés, ce qu'ont fait nos arrière-grand-mères. Moi, j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère, mais nos grands-mères, nos mères. L'émancipation, elle ne se fait pas avec une gomme. Non. Voilà. Donc déjà reconnaître ce que les femmes ont fait pendant l'histoire. Et puis ensuite, oui, c'est un travail de tous les jours, notamment par rapport à ce qui se passe à travers le monde. On en parlait tout à l'heure avec des personnes qui sont dans le public, je crois, mais notamment les femmes afghanes, les femmes iraniennes, ce qui peut se passer, évidemment, ce qui s'est passé dans le Moyen-Orient avec... cette arme de guerre qui est le viol, ça c'est intolérable, mais c'est intolérable pour nous en tant que femmes ici, c'est-à-dire que de savoir que des femmes vivent ça à travers le monde, c'est intolérable, même si nous sommes privilégiés, même si nous avons à nous battre sur plus d'égalité, plus de devoirs donc, plus d'égalité, plus de liberté, mais en même temps, on a une partie en nous-mêmes parce que des femmes, mais qu'on soit femme ou homme d'ailleurs, ça ne concerne pas. Le féminisme est un humanisme, est un universalisme. On peut toujours progresser. Moi, ma bataille sur tous les sujets, c'est de faire en sorte, puisque les idées mènent le monde, c'est que certaines idées ne nous mènent pas à l'immonde. Voilà. Joli. Alors, on va parler d'identité, parce que c'est un thème qui vous est quand même assez cher. Et vous avez dit, nous vivons une période d'obsession de l'identité qui révèle, selon vous, donc une crise profonde. Vous pensez qu'en France, on est vraiment dans une crise profonde d'identité? Oui, c'est dommage, parce que... d'identité, oui, parce qu'en fait, quand on embrasse... l'humanisme, l'esprit républicain, ce qui se passe ici, en fait, quand on embrasse ça, on sait que notre identité, on a de la chance en France d'avoir une identité qui est en mouvement, avec des repères très forts, une culture qui est très forte, un patrimoine qui est fort, avec encore des artistes qui continuent de créer en liberté, et qu'on a une crise d'identité parce qu'on n'est pas... comme si on n'était pas fiers de ce que nous sommes. Et on a un problème, oui, avec ça. Avec cette fierté. Et donc, et je pense notamment aux extrêmes, d'où qu'ils soient, ils arrivent avec des dogmes et des idéaux, avec une fierté, une arrogance, pour finalement nous faire croire des choses sur notre identité qui ne correspondent pas du tout à notre identité républicaine et universaliste et humaniste. Alors, pourquoi en France on n'y arrive pas, en fait? Parce qu'on a des pays, alors je vais prendre un exemple comme le Canada, par exemple, où c'est un pays très communautaire, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, dans l'ensemble. Mieux que chez nous. Ici, vraiment, on a vraiment du mal avec ça. Alors, comment on explique que dans d'autres pays, ça peut marcher, et chez nous,
ça ne marche Alors, pas. je suis partagée sur le constat, parce que je ne crois pas que ça marche si bien que ça. Moi, j'ai été contactée là par justement le Québec et beaucoup de pays francophones d'ailleurs, qui comptent beaucoup sur la France pour résister face à des idéologies qui au fond nous tuent, nous séparent. J'aime pas trop dire le wokisme parce que ça résume mal la situation, la victimisation ou le victimisme, la victimocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit que vous soyez quelque chose pour finalement en tirer des privilèges et être non coupable de rien. C'est-à-dire que vous pouvez faire les pires choses et être non coupable. Mais en revanche, certaines identités, je pense à ce mâle blanc de plus de 50 ans, décrié, qui lui, il est coupable quoi qu'il fasse. Enfin, je veux dire, il est coupable parce qu'il est. Parce qu'il a 50 ans et qu'il est blanc. Donc en fait, ces assignations, cet essentialisme, je ne crois pas qu'il puisse marcher dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'ici, l'air de rien, la Grande-Bretagne, là on voit avec le communautarisme, et par rapport à ce qui se passe, ils se rendent compte que c'est une catastrophe pour créer un tissu social solide, parce qu'il ne devient plus solidaire. Québec aussi, c'est-à-dire que ça passe, mais en période où les enjeux sont très forts, qu'ils soient environnementaux, sociaux, culturels, économiques, et puis conflictuels avec des guerres, le communautarisme ne permet pas de faire front. Or, nous, on a un esprit, justement. Pourquoi ça ne fonctionne pas? En fait, c'est plutôt parce que nous, on parle beaucoup. Mon père adore dire que nous sommes le pays du dialogue. Donc, et effectivement, on parle beaucoup. Je pense que c'est parce qu'on parle, parce qu'on a besoin de s'exprimer. C'est important. Très important. Et que, l'air de rien, on est nécessaire à l'ordre du monde. Et on est nécessaire à ces pays-là qui pensent s'en sortir avec le communautarisme, mais qui, en réalité, rabaissent nos humanités. Vous dites de notre époque qu'elle interdit toute forme de nuance. En quoi ça vous inquiète ? Ça m'inquiète dans l'humain, en fait. L'absence de nuance, ça veut dire que on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas. Je parle de nous tous ici, c'est-à-dire qu'on a notre singularité, on a notre vie, on a ce qu'on a pu vivre, et chacun a sa spécificité ici. Donc ça veut dire que si on ne prend pas en compte la nuance, les tonalités, les couleurs des personnes, les énergies des personnes, on vous met dans une case, on vous met dans un bloc, et donc on vous assigne à résidence, et donc ça veut dire que très rapidement, vous êtes juif, vous partez en train, vous êtes noir, vous partez dans des bateaux, et c'est ça en fait qui me dérange profondément. Ça vous inquiète actuellement ? Ce qui se passe m'inquiète parce qu'en fait, interdire la nuance, c'est considérer que certaines personnes font partie d'un troupeau, d'une meute ou d'un troupeau, et qu'elles ne réfléchissent pas. Lorsque je vois, par exemple, l'extrême gauche, qui pense que ma couleur de peau lui appartient, ça, c'est intolérable. C'est-à-dire que je suis une citoyenne, j'ai le droit de penser, j'ai le droit d'avoir mes nuances, j'ai le droit de changer de vie. Enfin, voilà. Et avec l'ensemble de ces droits, j'ai aussi beaucoup de devoirs. Empêcher les nuances, c'est empêcher toutes les formes de destin, puisque c'est le thème de notre conférence. Et empêcher les nuances, c'est ce qui ne vous permet pas d'avoir plusieurs cordes à votre arc. Et ça, c'est un danger. Surtout dans la période que l'on vit où on a besoin, il faut... on a besoin d'espérer. D'espérer et donc de résister. Bien sûr. Donc, malheureusement, vous avez été confronté au racisme, au sexisme, à l'antisémitisme. Tous les ismes, moi. Tout, ouais. On a tout pris. Je prends tout, ouais. Pensez-vous qu'il soit possible de lutter contre cela ? Et surtout en 2023, comment ça se fait qu'on n'y arrive toujours pas avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire ? On n'a rien appris finalement. Je parlais des repères justement pour le destin, c'est-à-dire effectivement le repère. Après,
la vie a fait que je sois, comment dirais-je, noire, juive, musulmane, femme. Vous avez tout cumulé, là. Mais finalement, c'est la même chose, c'est l'intolérance. Parce qu'après, à force de dire, finalement, tel motif de discrimination, on dilue le combat pour nos humanités. Et c'est vrai que là, on a pu le voir avec ce qui se passe lorsqu'on commence à dire... par exemple, que de lutter contre l'antisémitisme, c'est raciste, ou que la Constitution française est d'extrême droite, ça commence à être un vrai problème. On est confrontés tous à de l'intolérance aujourd'hui. J'ai l'impression que plus le monde devient plus qu'égoïste, en fait, égotique, égocentrique. C'est-à-dire que, voilà, on voit bien... et notamment certaines personnes qui sont censées nous représenter, qui ont quelque chose qui, au fond, relève de l'égocentrisme et on a l'impression qu'elles ont découvert le centre du monde en regardant leur nombril. On ne se sent pas du tout représenté ni épaulé. Et en fait, ça nous met en danger par rapport à l'intolérance qui est là, qui nous guette. Et finalement, est-ce que ce n'est pas le propre de l'homme ? Quelque part, ça a toujours existé, des gens intolérants. C'est pour ça que nous sommes notre propre ennemi. Parce que tout le monde est intolérant. Donc en fait, on a à se battre d'abord par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos pensées, mais sans être bisounours. C'est-à-dire de voir les barrières, de voir les intolérances, de les combattre, mais aussi celles qui sont à l'extérieur, mais celles évidemment qui sont à l'intérieur pour vous faire progresser et continuer de croire en l'humain. La meilleure manière de combattre le racisme, l'antisémitisme, toutes les formes d'intolérance, c'est de continuer de croire en l'humain en rappelant nos repères, nos règles, nos droits, nos devoirs, et tous ces mots, à mon avis, que j'ai tenté d'évoquer en début. Alors, on l'a vu avec votre livre « Racé », et même ici même, vous dites clairement les choses, et c'est important, ça, pour vous, d'avoir cette liberté de parole aujourd'hui ? Ah ben c'est fondamental, c'est fondamental, surtout que c'est vrai que j'ai été là cet été attaquée sur un jeu c'était pas un jeu de mots, mais d'un soi-disant rappeur que je considère plus comme un influenceur de haine. On va pas dire son nom, on va pas lui faire de pub. Mais justement, qui voulait entacher le destin, et on pourrait croire que j'ai été attaquée parce que noire ou parce que juive, parce que petite fille de déportée, mais j'ai surtout été attaquée parce que je suis une femme libre. C'est pour ça que j'ai été attaquée. C'est pas pour autre chose, et parce que je me dois de rendre à mon pays ce qu'il m'a donné, ce qu'il a donné à mes parents et à mes grands-parents. Votre credo, finalement, un peu, c'est « on ne peut pas rester sans rien faire ». Ah ben non. Impossible. Non, mais en fait, on ne peut pas être passif. On ne peut plus être passif. Et vous pensez que, justement, la société française est un peu trop passive ou au contraire ? C'est pas la société française, c'est qu'en fait, quand on a des grands enjeux comme ça, par exemple l'environnement, le conflit, et puis en dessous, ces enjeux, même nos principes républicains, la laïcité. Justement, vous avez eu un prix national de la laïcité. Oui. On va en parler. Je suis très contente. On va en parler. Mais on peut toujours faire quelque chose. On peut, dans la relation, dans la rencontre. Moi, j'essaie au jour le jour. Alors, c'est peut-être bête ce que je vais vous dire, mais rien n'est bête. Mon grand-père a été dénoncé par son voisin en 1940. Et puis après, il s'est échappé de beaucoup de camps qui étaient en France, Bonne-la-Rolande, Drancy, Pithiviers. Puis Pithiviers, c'est après, il est parti à Auschwitz. J'essaie de dépasser mes limites, enfin en tout cas pas mes limites, mais mes limites historiques, on va dire, ou mes limites qui m'ont été transmises pour parler à mes voisins, pour échanger toujours. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde où on est avec les écrans, et on le sait très bien, le constat, il est partagé. C'est-à-dire qu'on a un constat qui est partagé, mais c'est comme si
on était un peu anesthésiés par le poids de cette société, par l'énergie, etc. Et notre destin personnel et collectif, il ne se fera que dans la relation et dans la croyance dans l'humain. Et d'après vous, les écrans, justement, ça empêche la relation, un peu plus la relation avec les autres. Les gens s'enferment, la jeunesse plus est concernée par cela. C'est-à-dire que c'est formidable. C'est formidable parce qu'on peut échanger tout le temps. Mais d'un autre côté, oui, à l'excès, ça nous isole. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare aujourd'hui de croiser quelqu'un dans la rue, de s'arrêter, de lui dire bonjour, quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors même que moi, ça me fait ma journée. Quand j'ai parlé avec un inconnu, ça me fait ma journée. Mais comme on est dans une période... Vous pouvez, du coup, hein, c'est un message, ça. Oui, mais c'est toujours... c'est précieux, en fait, ces moments-là. Et les gens ont toujours un rapport bienveillant avec vous ? Toujours. Toujours. C'est-à-dire que c'est l'inverse de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et de mes amis, les influenceurs de haine. Oui. Bah, c'est super. Ah oui. Alors, je disais tout à l'heure, vous avez reçu le prix national de la laïcité. Donc, c'est un mot assez fort pour vous, la laïcité. Ça représente quoi concrètement pour vous ? Est-ce que c'est important d'être toujours sur ce thème-là ? Oui, c'est important. Parce qu'on a beaucoup, en ce moment, on parle beaucoup de la laïcité, où on a du mal un peu à se placer dessus. Surtout la jeunesse ne sait pas trop ce qu'est la laïcité. Vous pensez qu'il faut vraiment garder cette laïcité à tout prix ? Il faut garder cette laïcité, mais surtout, il faut la transmettre. Expliquer qu'effectivement, c'est un principe constitutionnel, donc, tout en haut de la hiérarchie des normes, que ça fait partie de la lettre, mais aussi de l'esprit de notre Constitution, que c'est notre âme aussi, celle de croire ou de ne pas croire, cette liberté-là. Et surtout, ça permet le dialogue, l'échange, la relation. C'est contre le communautarisme, et ça permet aussi de créer autre chose par la relation, et de ne pas rester... d'avoir cet espace républicain, ouvert, qui permet en fait d'intégrer, je pense à l'école évidemment, l'école de la République, des mélanges, des connaissances, parce qu'on n'est pas à l'école pour faire autre chose que d'apprendre. Donc d'apprendre notre histoire, nos fondamentaux, les savoirs, pour permettre l'émancipation. La laïcité est un principe d'émancipation. Et puis, c'est un principe, pour moi, c'est un principe que j'ai au cœur parce que, évidemment, avec une maman juive, un papa animiste, musulman, catholique, s'il n'y avait pas eu la laïcité, j'aurais pas pu exister. C'est un message d'espoir, d'ailleurs, d'avoir ces deux religions qui s'entendent bien. Trois religions qui s'entendent bien. Et du coup, nous, on a un peu de mal ici en France avec ça. Oui. Vous pensez quel est le Mais est-ce que vraiment on a un peu de mal ? Moi, je crois que on parlait de la prise de risque. Je pense que l'observation est partagée par la majorité des citoyens, des citoyennes. C'est que la laïcité, c'est ce qui fait notre âme, notre état d'esprit, et c'est ce qui nous permet d'être en France. Et après aussi, peut-être par rapport aux jeunes. Vous pensez que la jeunesse, vous m'aviez dit, la jeunesse, je sens la jeunesse un peu désespérée. Non, mais c'est juste parce qu'en fait, il y a des histoires qui n'ont peut-être pas été bien transmises. Aujourd'hui, j'entends, par rapport aux victimologues et aux victimocrates, qui se pensent tout permis, c'est-à-dire qu'ils pensent avoir des privilèges parce qu'ils sont telle chose ou telle chose. Je pourrais vous raconter l'histoire j'ai parlé de mon grand-père, mais de mon père, qui est donc parti de rien, pas d'eau, pas d'électricité, rien. Rappelez-nous d'où il venait. Du Sénégal-Gambie, donc la Sénégambie, le pays du Baol-Baol. Mm-hmm. Et ce qu'on n'a pas transmis à nos enfants, et par rapport à l'Afrique, c'est l'esclavage arabo-musulman, mm-hmm. l'évangélisation, la violence de l'islamisation. L'esclavage arabo-musulman, par exemple, c'était pire que la Shoah.
Enfin, c'est pas pour mettre en concurrence, mais c'est juste raconter les histoires de manière complète. Donc aujourd'hui, quand j'entends des choses sur la concurrence victimaire, justement, qui n'a aucun sens, puisque les crimes contre l'humanité concernent l'humanité, et on ne peut pas comprendre la laïcité, la chance de vivre dans un pays laïque, quand on n'a pas justement compris et appris les histoires de l'humanité qui viennent notamment, enfin de tous les continents, mais notamment d'Afrique. L'émasculation des hommes en Afrique, sur l'islamisation, comment en fait, avec la vague, avec la décolonisation, les indépendances, comment l'islamisation est rentrée très fortement en Afrique et comment ça s'est passé, notamment pour les femmes encore. Et tout ça, en fait, pour comprendre cette notion qui est difficile, il faut faire un effort. La laïcité est un droit, c'est aussi un devoir, mais c'est chouette d'avoir des devoirs, je trouve, envers les autres citoyens. Ça enrichit. Plus on a des devoirs, plus on a des droits. Tout à fait. Bah oui. Ouais, clairement. Vous avez aussi également eu le prix littéraire des droits de l'homme. Ça représente quoi pour vous ? C'était une grande fierté. En plus, c'était à la chancellerie. C'est Éric Dupond-Moretti qui m'a remis ce prix. J'entends des petits. On ne fait pas de politique. Non, mais c'est quand même... voilà, on rentre dans un... Enfin, quand je pense toujours à mes grands-parents, à mes parents, et puis on vous remet un prix à la chancellerie, voilà, c'est quand même... c'est quelque chose. Et puis sur les droits fondamentaux, c'est vrai que moi, c'était mon sujet d'étude, droits de l'homme, droits humanitaires, c'est ce que j'ai pu faire dans mon 3e cycle au Panthéon-Assas. C'est bon de se rappeler qu'il y a eu des textes, les droits de l'homme, et s'il y a eu des textes, c'est pas eu parce qu'il y a eu des exactions. L'universalisme n'est pas tombé comme ça d'un coup, c'est parce qu'il y a eu ces crimes contre l'humanité. Et c'est vrai que d'avoir la chance d'avoir ces textes aujourd'hui, on ne peut pas s'en détourner. Donc ce sont des textes, mais aujourd'hui c'est un combat que d'avoir ces textes sur les droits fondamentaux et les droits de l'homme. Et depuis quel âge vous avez été finalement, comment dire, vous avez eu l'esprit de vous dire mon combat c'est ça, enfin je veux, voilà, depuis l'adolescence c'est venu ou plus je pourrais pas le... Ça a toujours été en vous ? Oui, en fait, moi, c'est toutes les formes d'intolérance qui me sont intolérables. Donc, des petites à la danse classique, parce qu'en fait, vous savez, je suis dans plein de milieux, Quand j'ai compris qu'on était toujours l'autre de quelqu'un, dans toutes les communautés qui sont autour de moi, et la communauté française, on est toujours l'autre de quelqu'un, et moi, je veux me battre contre toutes les communautés, et dans le même temps pour toutes les communautés, en fait. Et donc, c'est ça, cet esprit-là, et je ne peux pas dire quand. Je pense que c'est toutes les formes d'intolérance qui me... Et ça commence petit, les formes d'intolérance. On sait très bien que même à l'école primaire, maternelle, c'est très dur, ouais. Et après, ça s'est poursuivi, mais c'est vrai qu'après, quand on m'attaque sur ma couleur de peau, sur mon genre, sexe, et puis sur le judaïsme, ou sur... voilà, sur tout, en fait. Et puis après, il y a les intolérances qui sont dans notre France, vous savez, de passer d'un milieu à l'autre. C'est-à-dire quand vous êtes sportive, vous ne pouvez pas écrire des livres. Ou, on est dans des cases. Voilà. Ça, voilà. Je suis d'accord avec vous sur ça. Mais c'est la même chose. En tout cas, moi, je bataille pour tout ce qui est de l'essentialisation et des assignations. Alors, ici, on fête le livre, quand même. On va en parler. Et on voulait savoir quel est le livre qui vous accompagne partout. Ah, mais ça, Est-ce que vous en avez un ? Oui. Mais c'est vrai que chaque année, je crois que je l'ai un peu répété, mais c'est vrai que... C'est vrai ? Oui, je crois.
Mais je pense que moi c'est Romain Gary qui me porte. Et puis alors là, ce qui est dingue, c'est que plus on avance dans le temps, plus avec ce qui se passe malheureusement au jour le jour, on est quand même aujourd'hui en deuil aujourd'hui. Ouais. Donc une nouvelle fois, et ce qui est fou, c'est que dans les mots de Romain Gary, ils sont d'un tel avant-gardisme. Je pense évidemment à Chien blanc, où il est aux États-Unis, où il est confronté à cette lutte racialiste, en fait, des Black Panthers et tout ça, et où il dit déjà toutes les choses. Et c'est vrai que Chien blanc, ça j'adore. Et puis j'adore surtout quand Romain Gary se transforme en Émile Ajar, ou inversement, je ne sais pas, mais où sa signature est en mouvement. Là, je trouve qu'il y a quelque chose, parce qu'en fait, il parle avec un langage, il y a certaines phrases où on ne le comprend pas. Et ça, j'adore ne pas le comprendre. Ah oui. Bah oui. Bah, c'est super d'avoir une partie de soi, parce qu'en fait, on a tous un langage intérieur qui est incompréhensible. Et je trouve que ça, c'est la vraie émancipation, d'avoir cette liberté de ne pas être comprise tout le temps. Ça peut nous sauver parfois. Oui. Vous avez également eu encore le prix du livre politique. Vous avez, en fait, tout ce que vous faites, vous avez des prix. C'est formidable. Peut-être présentez-vous peut-être en politique ou vous faites quelque chose. Et donc avec Racé. Et pareil, même question. J'imagine que ça vous avez été très fiers de ce prix-là aussi. Alors c'est vrai qu'en 2021, quand j'ai eu le prix... Ça a été votre année ? Ah oui, non, mais on va dire ça comme ça. Non, mais j'étais très fière d'avoir le prix du livre politique. En plus, c'est un prix qui m'a été remis parce que c'est Caroline Fourest qui était présidente du jury. Et en fait, je dois vous avouer que... Alors, j'ai essayé de me rapprocher dans l'écriture de Racé, j'ai essayé de me rapprocher au plus profond de moi-même pour me dire, OK, on m'assigne à penser... de par ma couleur de peau de telle manière, on m'assigne à penser de par ma religion ou celle de mon père de telle manière que finalement que noir devient un métier. En fait, on vous appelle parce que vous êtes noir. Ah oui, je suis noire, j'ai beaucoup travaillé. Non, j'ai rien foutu. Bon voilà quoi. Enfin, c'était juste. Non, mais voilà, parce que c'est ça en fait, l'assignation, c'est terrible. C'est faire croire juste vous arrivez comme vous êtes. Et puis vous faites rien, et puis voilà. Ah oui. Et ensuite, vous dites, mais vous êtes d'extrême droite, vous êtes machin. Si vous n'êtes pas d'accord. Donc me rapprocher sur ma pensée, me connecter aussi à ce que mes grands-parents, mes parents ont pu vivre, pour essayer de comprendre pourquoi je suis née ici, pourquoi mes parents se sont rencontrés, autour de quels principes fondamentaux ils se sont rencontrés. Parce que pour moi, la devise républicaine, c'est pas... Enfin, je l'ai dans mon ADN, en fait. Quand je dis laïcité, c'est pas un mot comme ça. C'est un mot qui est dans mon sang. Et donc, j'étais très fière d'avoir ce prix, et surtout parce que voilà, il y a des mots qui séparent dedans, les mots qui séparent, les mots qui vont nulle part et les mots qui réparent. Mais dans les mots qui séparent, c'est que je dis, par rapport à, justement, ces personnes que j'ai pu côtoyer, attention, danger sur une forme d'antiracisme qui est antisémite, et je suis très bien placée pour le savoir. Les réunions en non-mixité, en fait, où on est tous clones, qui ne permet pas à l'individu de s'émanciper, aux citoyens de se révéler, ça tue notre société, et par les mots, il y a des mots qui sont des graines de séparatisme. Le mot racisé, c'est du séparatisme linguistique. Donc je voulais alerter sur ça, énoncer, plus que dénoncer, juste énoncer par rapport à ce que j'avais vécu. Mais c'est surtout que je dois vous avouer que c'est en 2023 que j'ai compris ce que j'avais écrit en 2021. Que je n'avais pas compris, vraiment. Et en Non, vraiment. Ouais. Malheureusement, c'est avec les faits que j'ai compris. Parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était... comme si j'avais écrit un truc horrible, alors que je suis sur la réparation, sur la République, sur des choses qui coulent de source. Puis en plus, on est dans un pays où tout le monde se mélange. Aujourd'hui, il y a plein de couples qui sont vietnamiens et d'origine espagnole. On est tous hyper mélangés. Et ce que j'écrivais, c'était par rapport à ça.
Et il y a eu une réception d'un côté qui était formidable, mais j'en ai pris un peu plein la gueule pour juste avoir écrit Racé, quoi. Et justement, je crois savoir qu'en 2024, vous allez sortir un autre livre, dans la continuité de Racé, peut-être ? Oui. Vous allez nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est toujours... alors forcément, c'est-à-dire que quand j'ai compris, donc 2 ans plus tard, j'ai compris ce que j'avais écrit, je me dis, mais en fait, il y a une continuité à Racé qui sortira donc l'année prochaine, au mois d'avril. Mais aussi, il faut dire que je fais exprès d'écrire des livres pour que François Bayrou et Delphine m'invitent chaque année. Eh oui. Bah oui, je fais c'est un peu bon, faudra pas leur dire. On est contre nous, là, je pense. D'accord, ça va. Ils le sauront pas. Oui. Okay. Et je voulais savoir aussi si vous aviez une référence qui vous guide, quelqu'un, un modèle sur qui vous inspire. Beaucoup de références. Je tiens vraiment à dire que lorsque Racé est sorti, mais lorsque j'ai eu ces problèmes avec des personnes qu'on ne citera pas, mais qui se disent toujours un peu humoristes, voilà, François Bayrou est toujours là. Modèle aussi. Alors étonnamment, c'est vrai que j'ai beaucoup de modèles. Enfin étonnamment, non pas étonnamment, mais Manu Dibango est un vrai modèle. C'était mon papa de cœur. Mais aussi Sheila, avec qui j'ai lié une amitié très forte. Mais aussi, on a voulu assigner La Rumeur, écrire son récit à sa place, qui a vécu des choses extrêmement douloureuses, mais qui a une autodérision, tout à fait conscience de ses chansons, etc. Et l'air de rien, par exemple, L'école est finie, qui arrive en 63, 64, c'est quand même aussi assez avant-gardiste de ce qui va se passer en 68. Elle est là avec ses petites couettes, sa jupe et tout ça. Mais donc Sheila, maintenant, c'est quand même aussi le modèle d'une femme forte, d'une femme libre, quelles que soient les rumeurs, les humiliations, les assignations, les disqualifications. Et puis évidemment mes parents. Et puis après, j'ai comme modèle mes enfants aussi, je crois. Des petits comme des très grands. La famille. Oui. Mais après, je pourrais vous dire des modèles un peu dans les différents milieux, dans les différents domaines. Oui. Mais il faudrait que c'est important d'avoir des modèles parce que c'est aussi une manière de faire relation avec les autres, même si on ne les a pas rencontrés. Mais d'être en relation, ça permet toujours de vous faire grandir. Et puis lorsque vous avez des épreuves, de vous épauler dans ces épreuves, oui. Oui, ce sera le beau mot de la fin. Ah, c'est ça ? Ouais. Parce que j'en ai un autre mot de la fin. Alors, allez-y. En fait, j'en ai 2. Alors, les 2 bons mots de la fin... En vrai, il y a le deuxième, il est beaucoup plus long. Alors, on vous écoute. Alors, voilà. Alors, sur le mot de la fin, par rapport au sujet, nos raisons d'espérer, c'est ça ? Tout à fait. Nos raisons, déjà mettre la raison au centre. Parce que nos raisons, c'est qu'il faut avoir toujours de la raison. Et malheureusement, on voit que la raison est attaquée par des dogmes qui nous rendent fous. On est complètement là dans des névroses sociales qui nous atteignent profondément. Mon mot de la fin, ça serait « Debout », qui sera le titre du prochain ouvrage du mois d'avril. Et après, je ne voulais pas vous laisser comme ça partir sans rappeler les mots de Primo Levi dans ce contexte douloureux, mais qui permet, c'est parce qu'il est douloureux qu'il nécessite qu'on ait de l'espoir. Et je voulais juste rappeler ces quelques mots de Si c'est un homme. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des regards amis, considérez si c'est un homme, celui qui peine dans la boue, qui ne trouve pas le repos, qui se bat pour un quignon de pain et qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme, celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir,
le regard vide et le sein froid comme une grenouille en hiver. Et n'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Et pensez-y, chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants. Ou que votre maison s'effondre, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Merci.